C'est Valérie Pécresse qui va nous rejoindre. Valérie Pécresse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate des Républicains. On va tout d'abord commencer par vous écouter. Élire une femme présidente de la République, ça doit changer quelque chose dans la vie de notre pays. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, moi, je crois que j'ai sur les épaules, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres femmes qui sont candidates, mais nous avons sur les épaules, j'allais dire, la responsabilité de faire en sorte que les femmes soient respectées. Alors concrètement, sur un sujet d'actualité brûlante, sur l'Ukraine, qu'est-ce que vous feriez de différent d'Emmanuel Macron? Sur la question des femmes? Sur la question de l'Ukraine. Ah pardon, excusez-moi, parce que puisque vous dites que quelque chose doit changer, qu'est-ce que vous feriez de différent, vous présidente? Écoutez, sur l'Ukraine, moi, ce que je reproche surtout à Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir anticipé la montée de la brutalité de Vladimir Poutine, parce qu'en réalité, il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait des signes avant-coureurs en Afrique, où on a vu arriver des milices. Vous savez, les milices Wagner russes qui venaient attaquer les intérêts français en Centrafrique et au Mali. On l'avait vu aussi avec la Biélorussie, qui avait commencé à faire un chantage migratoire à l'Europe avec l'aval de Vladimir Poutine. Donc on voyait bien que la Russie tentait d'affaiblir l'Europe, tentait d'affaiblir la France. Et il n'y a pas eu de dialogue pendant des mois avec Vladimir Poutine. Peut-être que si on avait anticipé, peut-être que si on avait dialogué avant, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. C'est surtout ça que j'ai comme reproche. Mais aujourd'hui, la guerre que nous vivons impose un sens des responsabilités. Et moi, j'ai ce sens des responsabilités. Donc je soutiens toutes les sanctions qui sont prises aujourd'hui contre la Russie, en France et en Europe. Je souhaite qu'elles soient tenues dans la durée, parce qu'il faut d'urgence obtenir un cessez-le-feu. Et puis, je soutiens évidemment toutes les mesures humanitaires qui sont prises, parce que vous parliez des femmes. Eh bien, je vois toutes ces femmes ukrainiennes, ces mamans, ces personnes âgées, ces enfants qui sont aujourd'hui sur les routes. Et bien évidemment, il faut leur porter secours. Valérie Pécresse, alors sur les femmes françaises, qu'est-ce que ça changerait d'être une femme présidente? Alors d'abord, moi, ce que je souhaite, c'est l'égalité des droits pour toutes les femmes. Évidemment, j'allais dire, ça fait partie de mon ADN. J'ai dû pas mal me battre, vous l'imaginez bien, pour arriver là où je suis, dans un parti qui est sans doute un petit peu moins féministe que celui de M. Mélenchon. On va le dire comme ça. Voilà, c'est bien. Au moins, ça, c'est clair. Ah bah ça, c'est dit. Ah bah ça, c'est dit. Non, mais aujourd'hui, moi, je suis la candidate des Républicains, des UDI et des centristes. Les trois ont des présidents hommes. Donc voilà. Donc ces trois partis qui sont présidés par des hommes. Moi, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire toute ma vie politique, et je crois que ma vie politique le prouve, c'est de promouvoir l'égalité. Et aussi d'aller sur un certain nombre de sujets qui étaient un peu tabous. Par exemple, les violences faites aux femmes, ça a été une grande cause de ma région, avant même l'arrivée de MeToo. Et je me suis occupée notamment de toutes les femmes qui étaient harcelées dans les transports. Et là encore, on pourrait aller beaucoup plus loin Par exemple qu'on y va. Moi, j'avais proposé, vous savez, comme dans les stades de foot, quand il y a des supporters violents, il y a des interdictions de stade. Eh bien, moi, j'avais proposé que ces harceleurs du métro, ces harceleurs sont des multirécidivistes. C'est des hommes qui ont un comportement d'agresseurs vis-à-vis des femmes. Ils ont pris cette habitude et jusqu'à présent, ils étaient impunis. Moi, je propose... J'ai mis beaucoup de vidéoprotection. Maintenant, il y a des plaintes qui sont déposées. Les femmes ont levé le silence. Il y a un délit de harcèlement de rue aujourd'hui qui a été voté par le gouvernement. Oui, mais dans les transports, moi, ce que j'ai proposé, c'est d'aller plus loin et de faire des interdictions de paraître dans les transports. Automatiques pour les harceleurs. 6 mois d'interdiction de transport. Comment vous faites pour le contrôler? Après, vous les contrôlez. Il y a des contrôleurs dans les métros. Et s'ils s'aperçoivent que la personne est interdite de transport, eh bien, ils la reconduisent et ils la sortent. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'avoir des sanctions qui soient vraiment des sanctions dissuasives sur ces violences. Et puis, j'ai levé aussi un autre tabou, celui de la précarité menstruelle. Vous savez que dans les lycées, dans les collèges, il y a beaucoup de jeunes filles. Je sais que certains d'entre vous sont professeurs. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent avec leurs règles et qui soit n'ont pas les moyens de s'acheter des protections, soit se retrouvent dans la surprise. Bon.
Et donc, nous avons, dans tous les lycées d'Île-de-France, installé des distributeurs de protection périodique gratuite pour les jeunes filles. Au début, je m'étais dit, ça ne va pas forcément marcher. Au début, on s'était dit, et en fait, c'est un succès phénoménal. Et on n'avait pas du tout pensé à ça. Donc, si vous voulez, j'essaye en permanence, dans toute mon action politique, de me mettre à la place des femmes, des jeunes filles, et de me dire, mais est-ce qu'on a pensé à elles? Une question de Brigitte, précisément. Alors, du coup, j'ai deux questions. Ah ouais, Pardonnez-moi. Allez-y. Alors, justement, vous parliez de ces protections hygiéniques et vous venez d'en apporter la réponse parce que moi, j'ai une de mes petites filles qui est dans une université et elle me signalait effectivement ce problème majeur. Et l'hygiène fait partie de la dignité humaine. Et ça me révolte qu'en 2022, il y a encore des jeunes femmes qui ne peuvent pas avoir cette hygiène nécessaire pour leur dignité. Donc vous avez répondu en tant que candidate de région. Moi, j'aimerais bien savoir comment vous allez étendre cette initiative que vous avez faite pour la région si vous étiez présidente de la République. Alors, c'est très important ce que vous dites, parce que ça montre quand même qu'on est dans un monde d'hommes qui est fait pour les hommes. On n'y a juste pas pensé. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut généraliser ces distributeurs de protection périodique gratuite dans les CROUS, dans les résidences étudiantes, dans les universités. Il faut pouvoir le faire. Et puis, les protections périodiques, c'est des biens de première nécessité. Donc, il faut les taxer à 2,1%. Comme des biens de première nécessité, parce que ça a un coût pour toutes les femmes. Et ça aussi, c'est pas du tout pris en compte par la société. Donc je crois qu'il faut que, effectivement, pour les jeunes, ça puisse plus être un frein aux études, parce que s'il y a un frein financier aux études, ça n'est pas acceptable. Et puis, d'une manière générale, pour toutes les femmes, tout au long de la vie, eh bien, ça doit être moins cher. Voilà. Autre question. Et par ailleurs, j'ai fait distribuer, et je crois qu'il faut aussi qu'on y pense, parce que pour les plus démunis, il faut aussi qu'on pense aux femmes à la rue, et qu'il y ait des kits d'hygiène qui soient distribués aussi pour les femmes à la rue. Autre question, Brigitte. Alors, une récente étude de l'Ordre national infirmier révèle que 40% des infirmières et des infirmiers diplômés ne savent pas s'ils exerceront toujours dans 5 ans. Les causes sont multiples, conditions de travail difficiles, stress, perte de sens, perte de confiance. Madame Pécresse, cette pénurie annoncée m'inquiète énormément. Au regard de la démographie de nos aînés, on voit en 2030 le nombre de personnes qui auront plus de 75 ans. Donc vraiment, cette pénurie annoncée m'inquiète. Quelles mesures allez-vous prendre pour fidéliser les infirmières et les infirmiers? Alors, vous le savez, mais on a un système de soins qui est à bout de souffle aujourd'hui, après la pandémie Covid, et qui est tenu à bout de bras par des personnels soignants qui sont épuisés. Et effectivement, épuisés, là, oui, vraiment épuisés, c'est le mot. Quasiment en burn-out pour certains. Et donc, le sujet, c'est quoi? Il faut un choc de formation. C'est-à-dire il faut former beaucoup plus de jeunes infirmiers, beaucoup plus de jeunes aides-soignants, parce qu'on va en avoir besoin dans les années qui viennent. Et puis aussi beaucoup plus de médecins. Moi, je ne veux plus de déserts médicaux en France. Donc là-dessus, on va faire un choc de formation. Moi, je pense qu'il nous faut 25% de places de plus dans les instituts de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants. Mais il ne suffit pas de former des jeunes. Il faut aussi garder ceux qui sont en poste, les motiver pour rendre l'attractivité à leur travail. Alors, il y a eu un certain nombre de primes qui ont été prises. C'est les mesures du Ségur. Donc, il y a eu quelques primes financières. Mais je crois que ce n'est pas seulement une question financière. C'est pas seulement ça. Attention, ne nous trompons pas de combat. Ce n'est pas uniquement financier. C'est ce que je crois. Voilà. Moi, je crois comme vous qu'il ne suffit pas de parler argent, portefeuille. Exactement. Il s'agit de parler de considération et il s'agit aussi de parler de conditions de travail d'une manière générale. Et moi, j'ai soutenu un projet, mais qui m'a ouvert les yeux sur les conditions de travail des infirmiers et des aides-soignants. J'ai soutenu le projet d'Anne Roumanoff qui a financé des salles de repos dignes pour les aides-soignants et les infirmiers dans les hôpitaux. Et je me suis aperçue à quel point on n'y avait même pas pensé.
à ces salles de repos. Il y avait une machine à café, il y avait un siège, il y avait un bout de table, mais il n'y avait absolument pas d'environnement de salle de repos. Donc il faut repenser l'hôpital aujourd'hui pour que les soignants s'y sentent mieux. Et puis il y a la question du logement. Parce que très souvent, les aides-soignants et les infirmiers ont des petits salaires. Et très souvent, ils sont obligés d'aller se loger très loin. Donc on a des aides-soignants qui font 2 heures de transport par jour pour venir s'occuper de nos plus fragiles. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une priorité dans le logement social qui soit donnée à ce que j'appelle les travailleurs de première ligne. Et en fait, les travailleurs de première ligne, c'est très souvent des travailleuses. C'est les agentes d'entretien, c'est les aides-soignantes, c'est les personnes qui sont aides à domicile, et c'est les caissières, c'est toutes ces femmes qui travaillent, qui se lèvent très tôt le matin. Ce matin, j'étais à l'ouverture du Auchan de Taverny pour justement célébrer ces femmes qui se lèvent très tôt le matin et qui font fonctionner notre économie. Et je crois qu'il faut penser à elles. Donc, priorité aussi dans le logement pour elles. Et puis, promotion tout au long de la vie. Parce que ça aussi, moi, je ne me résous pas. C'est dans l'hôpital, hein. Ça vous parlait à l'intérieur Non, de c'est pour l'hôpital, toutes les infirmières et toutes oui. les aides-soignantes, qu'elles soient dans l'hôpital ou qu'elles soient en libéral. Parce que, voilà, vous savez, on est dans un pays qui est devenu le pays de l'immobilité sociale. Aujourd'hui, tous décident à 17 ans, selon le bac, selon la filière qu'on a fait, etc. Moi, je n'accepte pas ça. Je veux qu'on puisse progresser tout au long de la vie. Et dans les métiers du soin, il y a un compte de formation difficile. permanent aujourd'hui. Hein. Il y a une compte de formation. Oui, mais malheureusement, dans les métiers du soin, ce qui est certain, c'est que c'est très difficile de progresser. Si vous voulez devenir infirmière de pratique avancée, c'est-à-dire prendre plus de responsabilités, et on en a besoin, puisqu'on a de moins en moins de médecins généralistes, eh bien, c'est 2 ans. Donc moi, ce que je veux, c'est de la validation des acquis de l'expérience, et je veux qu'on reconnaisse qu'une infirmière qui a 20 ans, ou un infirmier, pardon, faut pas faire du sexisme à l'envers. Un infirmier qui a 20 ans d'expérience et qui a pendant des années vu des malades, travaillé auprès d'un médecin, eh bien, il peut avoir la validation des acquis, plus de responsabilités, plus de salaire. Je veux qu'on puisse progresser. Et je veux que les infirmières puissent aussi devenir médecins en revenant à l'université. Je veux plus enfermer les gens dans des cases. Voilà. Madame Pécresse, Michel souhaite vous poser une question. Oui, bonsoir Madame Pécresse. Bonsoir. Juste revenir sur les infirmières, les aides-soignantes et les ASH. J'ai été ASH, jamais on pense à nous. C'est-à-dire, ça serait bien de poser. Ce sont des emplois de soutien pour les jeunes handicapés, en l'occurrence, c'est ça? Non, ASH, ça veut dire agent hospitalier de service. C'est le ménage, le bio-nettoyage, exactement. Absolument. On n'y pense jamais. Ah ben écoutez, vous avez tout à fait raison et 1000 excuses. J'ai parlé des femmes d'entretien, donc effectivement les agents de service hospitalier en font partie et vous avez totalement Ma raison question est la de me le rappeler. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que vous voyez, le problème, on parle souvent d'égalité salariale. On parle souvent d'égalité salariale à poste égal. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des métiers qui sont plus féminisés que d'autres et que ces métiers qui sont plus féminisés que d'autres, eh ben, sont souvent des métiers moins qualifiés et avec des plus petits salaires. Donc quand on parle d'égalité salariale, il faut aussi parler de la progression salariale de tous les métiers. Voilà, pour que les métiers d'hommes ne soient pas mieux payés que les métiers où il y a beaucoup plus de femmes. Alors, je voudrais faire de la politique, me lancer dans la politique. Ah, vous habitez où? À Bonneuil-sur-Marne. Très bien. Donc peut-être à vos côtés, je ne sais pas, peu importe. Et, à Bonneuil, ce ne sera pas facile. Et c'est une ville communiste. Étant expérimentée dans la petite enfance, puisque je travaille à plusieurs reprises, j'ai travaillé dans les crèches, et de par mon expérience, je voudrais savoir s'il était possible d'être ministre de la petite enfance, de la famille. Parce que dans les crèches, on a pas mal de problématiques qui ne sont jamais régies, jamais réglées. Et pourtant, on a de sacrés problèmes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les politiques ne connaissent pas encore suffisamment bien vos problèmes. C'est ça? Non, je vous dis, je voudrais me lancer dans la politique et j'ai besoin d'aide pour y rentrer par la grande porte. Moi, en tant que citoyenne. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, il faut que vous veniez me voir demain à mon QG et qu'on en parle, parce que ça m'intéresse. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut évidemment faire venir beaucoup plus de femmes dans la politique et que c'est pas facile avec la conciliation des vies professionnelles, des vies familiales, faire en plus de la politique, c'est pas simple. Mais il y a effectivement une association des femmes avec Valérie, donc si vous voulez venir nous rejoindre, on peut en parler. Mais sur les questions de crèche et de petite enfance, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de promesses de faites, mais qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas là et qu'il nous faudrait au moins 30 000 places de crèche de plus aujourd'hui. Excusez-moi, c'est pas qu'une question de place de crèche, c'est aussi
prendre des personnes expérimentées auprès des ministères. Voilà, ça Voilà. c'est pour dire Pas des technos. que l'expérience, c'est pas Pas que des des technos. technos. La politique, c'est pas que des technos. Ce sont des femmes et des hommes qui vivent au quotidien et qui sont des Français, des Françaises du quotidien. Alors, Absolument. on le sait. On va revenir peut-être sur les féminicides, les violences faites aux femmes. Vous avez eu de nombreuses propositions, mais il y a quelque chose sur votre campagne. Et j'aurais aimé que Anna puis Anne-Laure vous posent une question. Et pas l'une après l'autre, vous répondez, et puis après, vous avez Bonsoir. Alors, quand on vous critique sur votre campagne, votre entourage a déjà dit que c'est parce que vous êtes une femme. Ne faudrait-il pas accepter tout simplement que lorsqu'on est un candidat à la présidence, on se fait critiquer, peu importe si on est un homme ou une femme? Oui, je suis complètement d'accord. J'aime pas du tout chercher des excuses. Non, il y a juste, à un moment donné, on m'a posé la question de savoir si on avait des handicaps quand on faisait de la politique et qu'on était une femme. Et j'ai dit oui, on a un handicap, c'est la voix. Parce qu'en fait, et ça c'est une donnée, hein, c'est pas sexiste, c'est pas, je me victimise pas, mais c'est vrai qu'en fait, nous les femmes, on a des voix qui portent moins que celles des hommes. Et en politique, les hommes essayent toujours de couvrir la voix des femmes. Oh, et c'est effectivement très handicapant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans des réunions de prendre la parole, mais souvent on voit que la voix des femmes porte moins. Et donc voilà, j'ai dit effectivement, on a un handicap sur lequel effectivement on est toujours un peu en défense. C'est cette question de la voix. La voix, et notamment dans les grands meetings. Vous n'avez pas crié à la misogynie à chaque critique, quoi. C'est pas vrai. Ah bah, écoutez, moi ça fait 20 ans que je fais de la politique. Si j'avais voulu faire ma victime, ça se saurait. J'ai fait mon parcours comme un homme et je vais continuer de faire cette campagne, j'allais dire, comme une femme. Voilà. Anne-Laure. Bonsoir Valérie Pécresse. Mais vous êtes quand même l'une des candidates les plus attaquées. Comment vous gérez cette violence d'une campagne présidentielle ? Ah bah écoutez, il faut de la résilience, il faut beaucoup d'équilibre et puis il faut être très soutenu par les siens. Je pense que ça aussi c'est important. Je pense que c'est plus important pour une femme encore enfin, je sais pas si c'est plus important pour une femme encore. Je dirais que moi je n'aurais pas pu me lancer dans cette aventure d'une campagne présidentielle si j'avais pas eu le total soutien de ma famille. Et c'est pas facile pour eux, parce qu'effectivement, quand on me critique, ben, eux, ils encaissent et c'est quand même eux, enfin, c'est sur eux que ça pèse. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, d'une manière générale, voilà, je me bats. Je suis une femme qui se bat. Une réaction? C'est courageux, c'est bien. Anna, vous voulez une réaction? Est-ce que Non, j'entends et je comprends qu'il ne faut pas que ça soit une excuse de dire que parce qu'on est des femmes, on ne peut pas recevoir des critiques. Donc, absolument pas. Et croyez-moi, ça fait 20 ans que je fais de la politique dans un monde d'hommes et j'ai jamais cherché à me victimiser parce que j'étais une femme. De toute façon, la vérité, c'est qu'on n'est respecté que si on montre qu'on est l'égal des hommes. Voilà. Autre sujet, Valérie Pécresse, en cas d'élection, vous interdisez le voile forcé aux fillettes de moins de 15 ans. Alors, très concrètement, comment ça fonctionne? Qui s'en charge et comment ça se passe pour appliquer et faire appliquer cette mesure? Bah, comme quand j'ai obtenu qu'on vote une loi pour interdire le voile intégral, vous savez, la burqa. À l'époque, en 2010, j'étais candidate déjà aux élections régionales et dans ma région, je voyais des femmes en voile intégral. On ne voyait plus leur visage. Et je me suis dit, oulala, mais c'est pas normal. Dans la France que l'on aime, on doit voir le visage. On doit se balader à visage découvert dans la rue. Et donc, avec un certain nombre d'autres élus, on est allé voir, à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy le président, on lui a dit, il faut l'interdire. Et moi, j'ai le même sentiment aujourd'hui quand je vois des petites filles à qui on met un voile. Parce que je pense pourquoi? Elle est symbolique. Est-ce qu'elle est symbolique, cette mesure, Madame Pécresse? Mais je vous explique pourquoi. Parce que j'ai été aussi députée avec Jacques Chirac et on a interdit le voile à l'école. Pourquoi on a interdit le voile à l'école? C'est parce que les petites filles, elles doivent avoir la liberté de se déterminer. Elles doivent avoir la liberté de s'émanciper. On ne doit pas, quand on est toute petite, commencer à vous enfermer dans un modèle ou dans un moule, dans une représentation féminine. Donc c'est pour ça que moi je souhaite que les petites filles, dans la rue, ne soient pas voilées.
Voilà, ne soient pas voilées. Et si elles le sont, il y aura une amende, comme on l'a fait pour la burqa, et ça s'est arrêté. Aujourd'hui, il y a plus de voile intégral, plus d'amende pour voile intégral, ou quasiment plus sur le sol de la République. Et là, ce sera pareil. Ce que je veux, c'est envoyer un message à la société que les petites filles, elles vont à l'école sans voile, et dans la rue, on ne les voile pas, parce que ça, c'est du voile forcé. Dernière question. Qu'est-ce que vous feriez si un de vos ministres était suspecté d'agression sexuelle? Avec moi, aucun ministre mis en examen, Donc pas suspecté. mis en examen, ne sera maintenu à son poste, parce que même si c'est injuste, parce qu'une mise en examen ne vaut pas condamnation, on peut être mis en examen et en fait être totalement innocent. Je pense que pour un gouvernement, c'est plus sain de se dire qu'il n'y a pas d'interférence entre le gouvernement et la justice, parce qu'on peut toujours suspecter à ce moment-là le gouvernement d'essayer d'influencer sur le futur jugement. Donc il vaut mieux que la personne qui est mise en examen puisse prendre du recul pour se défendre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. En revanche, si c'est juste une suspicion, je dis attention. Je dis attention, parce qu'il peut y avoir des fausses dénonciations, parce que, vous savez, il peut aussi y avoir des femmes qui sont malfaisantes. Hein. Il y a des hommes malfaisants, mais il peut aussi y avoir des femmes qui mentent. Merci. Ça existe. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci.